Bien, bah, moi c'est Laurent, donc je suis mécanicien à bord de Tara. Voilà, c'est assez récent. Je suis arrivé il y a tout juste un mois et là on est en escale à Walvis Bay. L'escale pour un mécanicien, ça veut dire qu'on a beaucoup, enfin moi j'ai beaucoup de travail en ce moment sur la maintenance du bateau et voilà. C'est quoi la maintenance du coup? La maintenance, du coup, c'est tout ce qui est, on va dire, mécanique dans le bateau, l'entretien des moteurs, des groupes électrogènes, parce qu'on utilise des groupes électrogènes pour l'électricité. Et effectivement, on a aussi les moteurs parce qu'on n'est pas toujours à la voile. Et voilà. Et Mathilde? Et moi, je m'appelle Mathilde et du coup, je suis chercheuse, mais pas encore tout à fait complètement chercheuse, mais quand même sur Tara. Et moi, j'étudie les micro-organismes, donc les tout petits organismes qu'on ne voit pas vraiment à l'œil nu, mais qu'on retrouve dans l'eau. Ils sont hyper nombreux. Et du coup, moi, je m'intéresse à ces organismes parce qu'ils sont unicellulaires, mais enfin, du coup, une seule cellule, mais tout à fait très complexe. Et du coup, à bord, je fais des prélèvements d'eau. Du coup, on met des filets dans l'eau, comme des filets à papillons, mais pour attraper les micro-organismes, entre autres. Voilà. Ça marche super. Alors, j'ai un petit message du Brésil qui me dit que la caméra, enfin la caméra marche pas très bien pour l'équipage. Moi, je les vois bien. Est-ce que les autres classes, vous pouvez me dire si ça fonctionne bien dans les questions, comme ça, je vois d'où vient le problème. En tout cas, moi, je les vois bien. Hop, alors je vais vérifier. Oui, ça fonctionne. Ouais, moi, ça fonctionne bien de mon côté. Donc, on va. Alors, ça fonctionne. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Donc, il fallait peut-être un petit temps, le temps que ça marche. Bon, bah, tant mieux. Super. Et bah, du coup, maintenant que tout le monde s'est présenté, on va pouvoir débuter les échanges. Donc, vous pouvez poser vos questions à Mathilde et Laurent, donc soit à l'écrit, soit à l'oral. Alors, je vois déjà une petite main levée, donc c'est super. On va aller dans la classe de Nathalie Saint-Laurent. Donc, j'active votre son et vous pouvez poser votre question à l'équipage. Vous pouvez vous présenter aussi, comme ça, on sait donner votre prénom. Alors, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Axel. J'aimerais savoir comment se passe la vie à bord de Comment se passe la vie à bord? Voilà, comment se passe la vie à bord de Tara? Ok. Alors, la vie à bord de Tara, je vais commencer à répondre. Il y a deux temps. Il y a les temps où on est en mer et les temps où on est en escale. Alors, par exemple, là, on est en escale. Ça se passe comme à terre. On se couche le soir relativement tôt parce qu'on a des grosses journées et on se relève relativement tôt parce que, voilà, pour commencer les journées qui sont chargées. Par contre, en mer, on a du coup ce qu'on appelle des quarts. Donc, on se partage le travail de navigation. On est 6 marins et on organise avec les scientifiques aussi ce qu'on appelle le quart, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui surveille ce qui se passe autour, qu'il n'y ait pas de collision avec d'autres bateaux, qu'on fasse la bonne route. Donc il y a toujours quelqu'un qui est là où on est. Donc là, on est dans on peut dire la timonerie de Tara. C'est là qu'on peut diriger le bateau et on a tous les instruments de navigation. Voilà. Et la vie à bord, ça s'organise aussi autour des tâches ménagères qu'on se partage tous. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, je pense que oui, c'est gentil de nous présenter la timonerie. Donc, vous avez vu dans la vidéo les instruments qui permettent de naviguer le bateau. C'est super. Alors, je repartage juste mon écran. Hop, voilà. Alors maintenant, j'ai une question à l'écrit de Léonie qui est en CM1 à Toulouse et qui demande combien de pays vous parcourez en un an. Waouh. Ça, on va peut-être avoir ta petite carte de support, Marine. Ça peut être pas mal parce que ça fait pas mal de pays.
Je pense que j'ai une carte de support, mais elle est. Non, mais regarde, elle est là sur l'écran. Du coup, si vous voulez, vous pouvez même les compter avec nous. Là, ce qu'il y a sur l'écran, vous voyez, en fait, ça représente 2 ans. Du coup, on va dire qu'il y avait 1 an qui s'est concentré plus sur l'Afrique du Sud, les zones côtières, pardon, l'Amérique du Sud, c'est le lapsus, l'Amérique du Sud et les zones côtières. Donc, le bateau est parti de l'Orient, est descendu jusqu'à Punta Arenas, remonté, et puis après est redescendu le long de la côte est, allé en nord de péninsule antarctique. Et ensuite, il a fait une grosse traversée avant d'arriver à Cape Town, donc une traversée qui a duré quasiment 2 mois. Et nous, Laurent et moi, on a embarqué du coup à Cape Town et on a fait 1 mois de navigation jusqu'à Walvis Bay. Et là, le bateau va remonter le long de la côte ouest de l'Afrique jusqu'à l'Orient. Moi, je fume. Voilà, donc ça fait vraiment beaucoup de pays. Il y a eu plein de pays en Amérique du Sud. Il y a eu l'Argentine, le Chili, le Brésil. Tara a fait 1 mois de chantier en Martinique. Effectivement, il y a eu en Afrique, l'Afrique du Sud. Là, ils sont en Namibie. Donc, il y a plein de pays. Alors, maintenant, on va prendre une question à l'oral. Donc, on s'en va au Brésil, il me semble bien. Oui, c'est ça, dans la classe de Caroline de Paula Erard. Donc, j'active votre son. Vous pouvez vous présenter et poser votre question. Si ça fonctionne, mais d'habitude, ça marche, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, ça marche. Alors, on vous écoute. Bonjour, moi, je m'appelle Eduardo. Qu'est-ce que ça va se passer si la glace au pôle sud, elle finit? Si elles fond, tu veux dire si toute la glace au pôle sud fond? Oui. Ça marche. Manquez la question. Alors, vous avez pas entendu? Oui. Ah, vous nous entendez plus? Là, c'est bon. Alors, on n'a pas entendu la question. D'accord. Ça marche. Ah bah, Eduardo, je réactive ton micro. L'équipage n'a pas bien entendu. Comme ça, tu peux reposer ta question. On t'écoute. Qu'est-ce que ça se passe s'il y a la côte sud, à l'Amérique du Sud, la glace, elle fond? S'il n'y a plus de glace au pôle sud, il faut savoir. Voilà, c'est ça. Ça va poser beaucoup de problèmes. Donc, ouais, c'est assez problématique parce que toute cette glace, en fait, c'est un refuge. Je pense que vous avez entendu parler de certains animaux emblématiques comme les pingouins, les manchots, tout ce qui va être phoques, éléphants de mer, etc. Et eux, en fait, ils dépendent de tout cet écosystème, donc tout ce qui dépend de la glace. Et en fait, la glace, c'est un refuge pour beaucoup d'organismes, mais il y a beaucoup aussi de micro-organismes qui dépendent de ça. Donc en fait, la nourriture qui va permettre à la nourriture des pingouins de se nourrir dépend de la glace. Toutes ces eaux froides, ça permet aussi tous les courants océaniques de fonctionner correctement. Donc en fait, s'il n'y a plus cette glace, c'est un peu comme si vous enleviez les pièces d'une voiture. Je ne dirais pas que c'est forcément son moteur, mais vous enlevez quelque chose d'important et du coup, ça ne marche plus. Donc, c'est assez nécessaire. Et on ne sait pas trop ce qui va se passer pour de vrai s'il n'y a plus du tout de glace. On essaye de comprendre justement tout ça. Mais on a quelques idées sur le fait que ça va être compliqué. Ça marche, merci. J'espère que ça répond à ta question, Eduardo. Alors maintenant, on va aller au Maroc, dans la classe de Leïla Fassifiri. Alors, j'ai 2 fois votre prénom, donc j'en teste un. Il doit y avoir 2 classes, du coup, une classe séparée en 2 groupes sûrement. Donc, j'active votre micro. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Il faut accepter la demande d'activation que je vous envoie. Et en attendant que ça fonctionne, je vais prendre une question à l'écrit. Donc de la classe d'Anaïs Azali. Et donc les élèves vous demandent comment vous faites pour différencier le plancton animal du plancton végétal. C'est une question pointue, ça. Ouais. Alors, la réponse simple, c'est que le plancton animal, souvent, il est plus gros. Mais dans le plancton végétal, il y a aussi certaines espèces qui appartiennent, qui en fait, on se rend compte qu'ils sont plus proches des animaux.
quand on regarde à leur ADN. Donc, ça va être un petit peu le livre qui écrit qui ils sont. Bah, ça, quelquefois, en fait, quand on s'intéresse à ça, on se rend compte que bah, ils sont plus proches d'un parenté des animaux que des plantes. C'est un petit peu si on refaisait leur arbre généalogique et on se rendait compte que en fait, les grands-parents qu'on pensait, bah, c'était pas ces grands-parents-là, c'était d'autres grands-parents. Oui, ils sont plus gros. Du coup, Pas forcément. On a les en haut à gauche, par exemple, les dinoflagellés. On en a certains qui font de la photosynthèse et d'autres pas. Donc en fait, tout est complexe. Mais là, au milieu, vous voyez une petite crevette. Donc ça, c'est un animal. Celui en bas à gauche. Alors, on vous a perdu au niveau du son. Est-ce que vous nous entendez? Alors. Si, ça, c'est un animal pour sûr. La diatomée, c'est une plante. Enfin, c'est de l'ordre du végétal, du phytoplancton. Mais c'est pas plus facile à trancher et quelquefois, c'est pas à faire la différence. Alors, on vous a loupé un tout petit peu. Tu parlais du micro-organisme, enfin de l'être vivant qui était en bas à gauche de l'écran. On t'a perdu à ce moment-là. Désolée. En fait, ça coupe un petit peu. Là aussi, je vois que tu parles, mais je... Bah, ça, c'est comme un escargot. Ok. C'est bon, en fait, il y a un petit décalage, c'est pour ça. Du coup, en bas à gauche, ça s'appelle un petit du coup, c'est la famille des gastéropodes, donc comme les escargots, les mollusques, enfin la famille des mollusques, et du coup, sauf qu'il a des petites. Son pied, en fait, ça fait comme des ailes déployées dans l'eau. Donc, ça, c'est un animal. Super, merci pour ces petites précisions. Alors, du coup, on va retenter donc au Maroc, du coup, sur l'autre ordinateur. Alors, du coup, j'active votre son sur l'autre. Je vais activer les deux, comme ça, au moins, on est sûr qu'il y en a un qui fonctionne. Ah non, c'est bon. Son activé. Son coupé. Il y a un petit Larsen. Alors, est-ce que... Voilà, vous nous entendez? Alors, est-ce que dans la classe de Leila Fassifiri, vous nous entendez bien? Oui, on vous entend. Ah, super. Bon, bah, on vous écoute alors. Alors, bonjour, je m'appelle Lilia et ma question pour aujourd'hui, c'est est-ce que la température est élevée à l'Afrique du Sud, au sud de l'Afrique? Alors, du coup, je vais répondre vas-y. parce que bonjour Rabat, salam alaikum. Non, en ce moment, on est plutôt sur une température assez fraîche en fait. Arriver en Namibie, c'est un peu mieux, mais l'Afrique du Sud, là, on rentre, c'est le début de l'hiver en fait, et on a quand même eu un petit peu froid en mer. Hein. On a eu des journées assez fraîches, et là, tout de suite, je peux vous le dire, on a 22 degrés en ce moment, donc ça s'est un petit peu réchauffé. Quand on est arrivé, il faisait 13 degrés. Alors, la Namibie, c'est un peu particulier. Hein. On a tous les temps dans la journée. Ce matin, il faisait plutôt beau et d'un coup, on a eu un très gros vent de sable. Donc, un petit peu comme le Chergui au Maroc, mais d'ici, avec le vent du désert. Et voilà, du coup, là, il fait plutôt chaud, plutôt bon et grand soleil. Merci beaucoup. Oui, je pense que ça répond à la question. Alors, maintenant, on va aller au Brésil dans la classe de François Chapuis. Alors, non, au Chili, pardon. Hop, au Chili. Hop, j'envoie une demande d'activation du son. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Oui, ça a l'air de marcher. Vous nous entendez? Oui, bonjour, je m'appelle Thomas, on est au Chili et j'aimerais vous demander dans quel océan y a-t-il le plus de micro-organismes? Ok. Dans quel océan? Ça, c'est une bonne question. Moi, je te dirais, sachant qu'il y a un truc qui est différent entre l'océan et la Terre, les continents, c'est que les continents, ils sont plutôt séparés, délimités entre eux. Quoique, c'est pas si vrai que ça entre l'Europe et l'Asie, c'est un peu la même bande de terre quand même. Mais l'océan, il va pouvoir y avoir des organismes de partout qui peuvent migrer, mais ils sont quand même cloisonnés en différentes parties. C'est plus la température au pôle, il fait froid, et du coup, on a des organismes qui sont adaptés au froid.
Du coup, pour le nombre, je pourrais pas te répondre parce je pense pas qu'on le sache exactement. Par contre, ce qu'on sait, c'est que au pôle, on a des micro-organismes qui tendent à être plus gros, fait un peu plus froid, et sous les tropiques, ils tendent à être un peu plus petits, mais à potentiellement plus se reproduire. Par contre, au pôle, ils vont avoir potentiellement plus de nutriments, plus de nourriture, donc ça va leur permettre d'être aussi plus gros. Est-ce que c'est dû au rayonnement? La température globale de la Terre, ouais, ça c'est influencé par les rayonnements solaires, mais aussi par les circulations, parce que là on a vu qu'en Afrique du Sud il faisait froid parce qu'on a un courant qui vient de l'Antarctique, donc ça apporte des eaux super froides. Là l'eau elle est à 14 degrés, donc c'est pas tropical. Ça marche, merci beaucoup. C'est gentil. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Elsa Mourgo. Donc j'active votre son, on retourne en France. Alors, vous nous entendez? Bonjour, je m'appelle Simon et j'aimerais savoir comment vous amusez-vous à bord de Tara. On s'amuse en travaillant pas mal parce qu'on a beaucoup de travail. Ça, c'est des journées très très chargées, et à la fin, on va se coucher à 8h30. Donc, comme quand on était petit. Et sinon, on s'amuse quand on arrive à trouver un petit peu de temps. Moi, je fais un petit peu de dessin si jamais j'ai du temps. Sinon, on discute, ouais, on passe beaucoup de temps à discuter entre nous. On rigole beaucoup. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour des activités. On a des jeux de cartes, on s'en est pas encore servi. Hein. Non, c'est vrai qu'on échange aussi parce qu'on on est des milieux différents, de parcours différents, de milieux différents, d'expériences différentes. Il y en a qui viennent du milieu de la pêche avant, d'autres qui ont bossé en business, par exemple, pour ne citer personne. Mais voilà, donc on a beaucoup de choses à se dire aussi, et on rigole beaucoup. On met de la musique aussi sur le pont pendant qu'on bosse, pendant qu'on travaille, pour se donner de la motivation toute la journée. Ça marche, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais aller dans la classe de Catherine Moreau. J'active votre son et on vous écoute. Oui, alors, ok. Qu'est-ce qui... Allez, viens, Océane. Alors, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez parler... Ah, oui, voilà, parle bien fort pour qu'on t'entende bien. Bonjour, je m'appelle Océane. J'aimerais poser comme question, pourquoi vous ramassez des choses? Pourquoi vous faites ces recherches? Pourquoi vous faites les recherches? Bonjour Océane. Je peux peut-être répondre parce que finalement, là-dessus, c'est un petit peu, on s'y retrouve un peu, les marins et les scientifiques, c'est-à-dire qu'on a besoin de préserver l'océan, on a besoin de préserver toute cette nature, et pour bien la préserver, il faut la comprendre. Donc, on a pour ça des bateaux comme Tara qui font de la recherche et qui essayent de comprendre l'élément dans lequel on se trouve, la mer, pour mieux la protéger en fait. Est-ce que ça répond à ta question, Océane? Alors, je vais couper le micro, donc je le rallume, désolée pour éviter les Arsène, je coupe à chaque fois. Océane, est-ce que ça répond bien à ta question? Oui. Super. Alors, donc je vous propose maintenant, on va faire un petit quiz. Donc, alors, on va retourner sur l'écran de tout à l'heure sur Mentimeter. Alors, je pousse les questions. Il y a beaucoup de questions. Vous avez beaucoup de questions aujourd'hui. On ne va pas s'ennuyer. Alors, donc, plusieurs petites questions. Alors, à votre avis, combien est-ce qu'il y a de membres d'équipage sur Tara? Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit il y en a 10, soit il y en a 14, soit il y en a 18. Alors, on va laisser les élèves répondre. Et ensuite, Laurent et Mathilde pourraient nous donner la réponse et nous donner un petit peu plus de détails. Alors, les avis sont mitigés. On a trois classes qui pensent que vous êtes 18 à bord. 4 classes qui pensent que vous êtes 14. Il me semble qu'on était à 7 votes tout à l'heure. Donc, Mathilde et Laurent, je vous laisse nous donner des petites explications.
Ouais. Du coup, on est 14 à bord. On est 6 chercheurs et chercheuses. C'est important, il y a pas mal de femmes sur Tara, donc ça, c'est assez chouette. Et il y a 6 marins. Ça, c'est super important parce que sans les marins, on va pas faire grand-chose. Et on a aussi un ou une correspondante de bord, donc qui envoie des photos à terre, des petits mots. Et on a aussi un ou une artiste. Là, on avait une artiste qui fait des films et qui est sud-africaine. Voilà. Laurent, je ne sais pas si tu veux ajouter un petit mot sur... Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est un petit peu une symbiose, hein, Tara. On a une équipe de scientifiques sans laquelle nous, on ne fait pas grand-chose non plus, hein, et une équipe de marins sans laquelle il ne ferait pas grand-chose non plus. Donc, c'est ça. C'est 14 personnes en symbiose. Il y a une cuisinière et... Ouais, une cuisinière qui fait partie des marins, mais sans qui on ne serait pas grand-chose. Elle a cuisiné pour nous au total près de 900 repas. Donc, qui sont très bons apparemment. Ça, c'est vraiment, on mange bien. Très bien. Alors, une nouvelle question maintenant. Alors, à votre avis, quel est le port d'attache de la goélette Tara? Donc, le port d'attache, c'est là où, c'est un peu le parking de Tara où Tara va aller quand elle n'est pas en escale, quand elle n'est pas en mission, pardon. Donc, à votre avis, est-ce que le port d'attache de Tara, c'est au Havre, donc en Normandie, au nord de la France? Est-ce que c'est plutôt à Marseille, dans le sud-est de la France? Ou alors, est-ce que c'est à Lorient, en Bretagne, donc au nord-ouest de la France? Alors, on a 5 votes, 6 votes, disons, les votes sont unanimes pour Lorient pour l'instant. Il nous manque 2 votes de 2 classes. Alors, 7 votes pour Lorient. Dis donc, vous êtes bien renseignés avant le direct. Vous connaissiez déjà tous la position de Tara et vous êtes tous d'accord pour Lorient. Il me semble qu'il y avait un 8e petit vote juste avant, mais ça a l'air d'être stabilisé. Donc, Laurent et Mathilde, est-ce que vous pouvez nous donner la bonne réponse? Effectivement, je pense qu'on a des gagnants, ouais, c'est Lorient. Je connais plus Lorient. Ouais, alors je connais assez bien Lorient, effectivement, et c'est un très bon port d'attache. Moi, je suis également sur un bateau, je vis sur un bateau également dans ce coin-là, donc je ne vais pas pouvoir dire le contraire. J'adore cette région et on est voilà. Du coup, le port d'attache, ça va être aussi le moment de faire toutes les réparations et tout sur Tara. Du coup, là, justement, après, quand Tara va revenir, elle va être sur un chantier pendant plusieurs mois avec des marins qui vont être là pour bien la remettre d'aplomb, réparer tout ce qu'il faut, faire de la maintenance. Et pour qu'elle puisse repartir. C'est ça, lui refaire une petite santé avant de repartir en mission pour sa future mission scientifique. C'est ça, et bravo à toutes. Alors, on va reprendre les questions. Si on a un peu de temps, on fera un petit quiz d'ici quelques minutes. Mais on va reprendre les questions parce qu'on en a beaucoup, 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 beaucoup. Alors, j'en ai plein à l'écrit, mais je vois encore de petites mains levées. Donc, on va refaire un petit tour. Donc, on va retourner dans la classe de Elsa Morgot. Je vois la petite main levée. On vous écoute. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ethan et ma question c'est quelle a été votre escale préférée? Du coup, nous, on n'en a que 2 parce qu'on... 3. Parce que si on peut peut-être compter Louderit. Ah oui. Bon, du coup, mais on a eu deux grosses escales, donc Cape Town. On a fait une petite escale, effectivement, à Louderit. Ça, c'était pour échapper à des mauvaises conditions météo. Parce que sinon, le bateau bougeait trop, il y avait trop de vagues, donc ça devient dangereux. Donc, on a fait une escale à Louderit. Et ensuite, là, on est à Walvis Bay. Donc, toi, quelle a été ton escale préférée, Laurent? Eh pour l'instant, moi, j'ai pas vu grand-chose encore de Walvis Bay parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment, donc du coup, je suis très souvent sur Tara. Et mais j'ai beaucoup aimé Cape Town que je connaissais déjà. Et ça a l'air très chouette, hein, la Namibie. Il y a des paysages qui ont l'air magnifiques. Je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment en profiter pleinement. Je ne crois pas. J'ai encore beaucoup de choses à faire.
Moi, je pense que l'escale que j'ai préférée pour l'instant, c'était effectivement Cape Town, parce que pour moi, c'était tout nouveau. Je découvrais le bateau. Cape Town, c'est une ville où il se passe énormément de choses. Il y a énormément de cultures différentes. Néanmoins, là, depuis que je suis arrivée à Walvis Bay, donc là, c'est autre ambiance. On est sur un port industriel. On a des porte-containers à côté de nous, une plateforme pétrolière. Mais on a des enfants, du coup, des écoles de Walvis Bay et aussi plus loin en Namibie. Il y en a qui ont fait quelques heures de route et eux, ils sont hyper motivés et ils posent plein de questions. Donc ça, c'est incroyable aussi. Oui, voilà, parce que du coup, pendant les escales, il y a des classes locales qui viennent monter sur Tara, qui viennent échanger avec les scientifiques et les marins. Donc c'est pour ça que pendant les escales, c'est toujours des moments sympas pour l'équipage, comme ça, ils peuvent échanger. Donc voilà. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Nathalie Saint-Laurent. Donc on retourne dans le nord de la France. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour, je m'appelle Romane. Ma question, comment a été créée l'Antarctique? Oh waouh. Donc là, on part sur une question sur une échelle de temps différente. Donc il y a très longtemps sur Terre, on avait un continent unique qui s'est fait après la condensation de l'eau de l'atmosphère qui a fait l'océan. Et ce continent unique, en fait, la Terre, les continents et l'océan sont posés sur ce qu'on appelle les plaques tectoniques et elles bougent. Et en fait, au fur et à mesure, ça va écarter des continents et en rapprocher d'autres. Et l'Antarctique était posé sur une de ces plaques. Et du coup, c'est fait séparer du reste des autres continents. Et pour l'instant, il est là où il est, mais dans très longtemps dans le futur, il sera probablement autre part. Super. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Ça marche. Alors, on va aller dans la classe de Caroline de Paulet-Erard. Donc, on retourne au Brésil. Deux questions. Ah, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Théo et j'ai deux questions. La première, c'est quels animaux avez-vous vu? La deuxième, vas-y. Et la deuxième, qui étiez-vous en train d'étudier dans l'océan? Ok. Tu veux faire les animaux? Alors les animaux, on a vu des dauphins, on a vu beaucoup, mais alors beaucoup d'otaries partout. Il y a eu, alors ça je l'ai pas vu, je regrette, mais il y a eu une baleine quand on a quitté Cape Town. Et qu'est-ce que j'oublie? Les globicéphales. Les globicéphales. On a eu ouais. 40 globicéphales, un truc comme ça. Qui sont restés un petit moment, on les a eu pendant quelques heures autour du bateau. Et apparemment, un des marins a aussi vu un poisson-lune. Ah oui, il y a quand même quelque chose qu'on oublie et qui est... Le globicéphale sur l'écran. Qui est quand même assez incroyable et assez spécifique des eaux dans l'Atlantique Sud, enfin en tout cas des eaux australes. On avait des albatros. Alors je sais pas si tout le monde voit ce que c'est un très grand oiseau de mer qui peut parcourir plusieurs milliers de kilomètres, qui a une faculté en fait à planer en fait et à économiser les mouvements d'ailes en se baladant sur la masse d'air. Et c'est très impressionnant, c'est très gros. Voilà. Et qui est-ce qu'on était en train d'étudier là? On étudie plein de choses. Moi, j'étudie des micro-organismes en particulier. Et eux, ils sont spécifiques parce que c'est une seule cellule. Et c'est une seule cellule qui produit du verre et qui a une coque en verre. Et du coup, on les appelle les diatomées. Et elles servent de nourriture du coup à des petites crevettes. Donc la diatomée, ça va être la deuxième en haut à gauche que vous voyez. Et elles vont servir de nourriture à des organismes un petit peu plus gros qui eux-mêmes vont servir de nourriture aux baleines, etc. Donc là, on veut comprendre justement comment ces très petits organismes, ils sont dans l'écosystème, qui est là justement. Quelquefois, on ne sait pas qui est là encore avant de faire le leg. Et donc on veut savoir nous aussi qui est dans l'océan et quels sont leurs rôles dans l'écosystème et comment ils
ils sont impactés justement si on a des choses qui se passent comme la fonte de la banquise, l'eau qui devient trop chaude et des choses comme ça. Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais prendre une question à l'écrit de la classe de François Chapuis, donc au Chili. Et donc, la classe vous demande si vous avez déjà été victime de pirates modernes. Ah. Alors, personnellement, pas victime, mais sur Tara, il y a une histoire assez lourde avec ça, où effectivement, il y a déjà eu des pirates à bord. Moi, j'ai navigué personnellement dans des endroits, dans des zones à pirates, effectivement. Donc, jamais victime, mais toujours assez conscient que ça existe. Hein. C'est toujours d'actualité. Voilà. Et Mathilde moi, pour l'instant, j'ai échappé, échappé aux pirates. Donc, je vous avoue que c'est pas une rencontre que j'aimerais faire de sitôt. Mais bon, voilà. Pour l'instant, non, en tout cas. Bon, bah tant mieux alors, ça marche. Alors, j'ai une question de Mathis qui est en CM1 à Toulouse et qui demande combien de temps la goélette peut-elle rester sur l'eau en mer? Alors, toi, tu vas peut-être plus savoir, mais on a plusieurs paramètres. Oui, il y a un paramètre qui est important et qui est vital, c'est la nourriture. Parce que le reste, en fait, Tara est très autonome, c'est-à-dire qu'on produit à bord notre eau. Hein, on a ce qu'on appelle un désalinisateur, donc on fait de l'eau douce à partir de l'eau de mer, ce qui nous permet de prolonger. On peut rester très longtemps. Donc, combien de temps c'est Je sais pas, tiens, mais j'en profite, Léo, peut-être que tu sais, toi, combien de temps est-ce que Tara pourrait rester en autonomie je dirais sans problème 2 mois, hein, si on considère les capacités aussi en gasoil, parce qu'on a besoin de gasoil pour produire notre électricité, en fait. Même plus. Ouais, ce qui est limitant, c'est le gasoil. Le gasoil, on en a beaucoup. 40 000 litres. Mais apparemment, au bout de 2 mois, niveau nourriture fraîche, c'était compliqué pour. Ouais, je pense qu'on peut tabler sur Mais 2 mois, ça paraît, Après, ils ont fait pas mal. 500 jours. La dérive arctique, c'est 500 jours. Donc. Sans ravitaillement? Pas pour la nourriture, non. Ok, bah du coup, voilà. Le gasoil, oui, mais pas pour la nourriture. Ils ont fait 500 jours. Ouais. Bah, en Arctique, ils ont fait, du coup, comme disait Léo, 500 jours de navigation. C'était particulier. C'était, ouais. Du coup, mais ils mangeaient plus de salade, etc. C'était des pâtes. Plus de produits frais, effectivement. Ça marche. Eh ben, merci de votre réponse. Alors maintenant, on va retourner au Maroc. Alors, j'active votre son. Je vois une petite main levée. Alors, j'espère que j'active le bon micro. Alors, on va essayer le... Oui. Ah, j'ai mis les deux zut. Voilà. Alors, on vous écoute. Alors, bonjour. Je m'appelle Ryan, j'ai 11 ans. Je suis dans la classe de CM2D de Paul Cézanne. Et ma question, c'est est-ce que vous avez déjà été attaqué par des animaux marins? Une bonne question. Alors non, on n'a pas été attaqué. Il y a certains animaux qui peuvent, sûrement par peur, hein, venir. Tara, c'est quand même un bateau assez costaud. Hein. C'est de l'aluminium, il est assez gros. Donc, il faut déjà des animaux d'une certaine taille. Mais les orques, par exemple, aiment particulièrement se frotter au bateau et au voilier. Donc voilà. Avant de croquer Tara. Avant de croquer Tara, il faut quand même non, ça ne... Parce que si on remet en perspective, nous en tant qu'êtres humains, on est plus méchants vers les animaux que les animaux ne sont méchants envers nous. Donc généralement, comme disait Laurent, si jamais un animal fait du mal à un humain, c'est plus par peur ou par besoin, mais pas en tant que tel. Sur le bateau, on est plutôt tranquille. Ça marche, merci de votre réponse. Alors maintenant, j'ai une question à l'écrit de la classe de Nathalie Saint-Laurent qui demande s'il vous arrive d'avoir le mal des transports. Ah Mathilde. Alors, Laurent, lui, il a un super pouvoir, c'est qu'il n'a pas le mal de mer. Et moi, je navigue pas tous les jours non plus. Et du coup,
Ouais, j'ai été pas mal malade, surtout au début du leg, mais après, maintenant, enfin, c'était pas ma première fois en mer, donc je sais quoi faire. Soit aller dehors, prendre l'air, respirer, manger et dormir. Et ça résout pas mal de problèmes. Et après, ça va, on apprend à travailler avec et puis on s'adapte aussi au bout d'un moment. Ça marche, merci de ta réponse. Alors maintenant, j'ai une question à l'écrit de la classe d'Anaïs Azali qui demande si vous avez déjà mangé des poissons que vous avez pêchés depuis le bateau. Oui, on en a pêché, pas beaucoup malheureusement, mais on en a pêché 2 qui sont... Ah bah là, il y a une très belle photo de notre second avec une dorade coryphène. C'était pas pendant ce leg. Nous, on a mangé ce qu'on appelle le yellowtail. Alors, c'est une variété de céréole. On en a eu 2 et c'était excellent. Mais bon, on ne pouvait pas compter là-dessus pour se nourrir. Non, on n'aurait pas survécu longtemps avec la pêche. Bah d'ailleurs, j'ai une question, il faut que je la retrouve pour vous dire qui vous la pose, mais qui demandait ce que vous mangiez à bord. Ok, bah on mange très varié en fait, parce qu'on a une chef qui a on a une chef qui a pour rôle de gérer les vivres, les provisions à bord. Et du coup, au départ, on mange plus de frais, on a pas mal de fruits et légumes différents. Et au fur et à mesure du temps qui avance, on a certains fruits qui se gardent mieux. Donc, à la fin, on a plus de pommes, de potirons. Mais il faut dire qu'elle a fait quand même un super job. Et on a mangé très varié tout le long du leg. Donc, on a des salades, des quiches, des lasagnes, des pâtes. Et alors, de manière assez incroyable, on a mangé quasiment uniquement végétarien, puisqu'on a fait un seul plat de viande depuis le départ de Cape Town, donc pendant un mois. Et non, on a une super cuisinière, 2 super cuisinières en fait, puisque maintenant on part avec une autre cuisinière maintenant. Et manger végétarien, c'est aussi du sens. Le leg, d'étudier, en étudiant l'océan, de ne pas manger de la viande à tous les repas, c'est assez cohérent avec ce qu'on fait. Ça marche, merci. Alors maintenant, j'ai une question de Charles qui est en CM1 qui demande si vous vous plaisez à bord de la goélette et qu'est-ce qui vous plaît? Longue question. Bah, déjà, dans les grandes lignes, oui. Moi, j'ai adoré cette expérience. C'est énormément de travail, mais en même temps dans une ambiance très très chaleureuse, amicale. C'est une équipe mixte à bord, donc ça, je pense que ça fait aussi pas mal. Et tout le monde a les 3 quarts, on va dire à 90% le sourire tout le temps, sauf au bout d'un moment où si on est fatigué, bon, ça peut être un petit peu plus difficile, mais globalement, tout le monde fait attention aux autres. Ça, c'était vraiment chouette. Ouais, je partage complètement cet avis. C'est que des moments de plaisir, hein, même si on a beaucoup de travail, c'est toujours dans la bonne humeur. Et il y a tout est plaisant. Hein, ouais, on a une super ambiance. Bah, super. Alors, on va aller dans la classe de Catherine Moreau. J'active votre son. Voilà, ça a l'air de marcher. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Ziad et j'aimerais savoir, vous récoltez à peu près combien d'échantillons par jour? Alors, par jour, du coup, on a fait une quinzaine de stations. Donc, c'est les points qu'on choisit pour aller prendre nos échantillons. Et là, sur le leg, au total, donc sur quasiment un mois, on a prélevé 2674 échantillons. Du coup, ça fait 200 par station à peu près. Très bien. Et du coup, où est-ce que vous les stockez et comment vous faites pour stocker tous les échantillons depuis le début de la mission? Est-ce qu'ils sont tous à bord? Comment ça se passe?
Est-ce que tu peux nous dire? Du coup, on a plusieurs emplacements de stockage. Donc déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on filtre toute l'eau pour nos échantillons, parce qu'on ne peut pas se permettre de transporter des tonnes d'eau. En fait, ça prend énormément de place. C'est vraiment énorme. Donc, on filtre cette eau. Comme ça, on garde que les organismes. C'est un petit peu quand vous allez à la pêche aux crevettes ou autre, et que dans le seau, vous passez un filet dans l'eau pour attraper que les crevettes et pas l'eau qui va avec les crevettes. Et ces échantillons, on les stocke du coup dans plusieurs choses. Donc, soit de l'azote liquide, donc c'est très très froid, c'est à moins 196 degrés, donc c'est tellement froid que ça brûle. Et donc ça nous permet de préserver les échantillons dont on a besoin de la meilleure conservation possible et instantanée. Et sinon, on a un congélateur aussi, donc c'est comme votre congélateur pour les glaces l'été ou autre, où on met d'autres types d'échantillons, et on a un réfrigérateur aussi pour encore d'autres échantillons qui sont moins sensibles aux variations de température. Et on a même des échantillons qu'on stocke dans la cale à vent à température ambiante. Super, et ben merci beaucoup. Alors, j'ai une question maintenant de Caïs, alors dans la classe de Caroline de Paula Errard, donc au Brésil, qui demande ce qu'on peut faire pour sauver l'océan. Ah, c'est une très bonne question, ça. En fait, il faut continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire il va falloir continuer la recherche. Et puis, c'est un combat de tous les jours de tout le monde, en fait. Il faut faire attention à notre consommation d'eau. Il faut faire attention à énormément de choses dans notre quotidien. Et du coup, je pense que Mathilde sera d'accord, ça passe vraiment par la connaissance et la recherche. Donc, on a besoin de savoir plus de choses sur l'océan et de faire attention, évidemment, à ce qu'on rejette dans l'océan, aux pollutions directes. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Souvent, on pense que pour aider l'océan, il faut être dans l'océan, mais en fait, il y a beaucoup de choses. Si vous mettez des produits chimiques dans l'eau, en fait, cette eau, certes, il y a des centrales d'épuration, donc on va pouvoir enlever un petit peu de ces produits chimiques, mais une partie vont quand même aller beaucoup dans les fleuves, qui ces fleuves vont dans l'océan après. Le plastique, c'est pareil. Et en fait, de manière générale, ouais, sa consommation globale. Si aussi vous mangez du poisson d'élevage, il faut savoir que ce poisson, souvent, il est nourri avec du poisson pêché dans l'océan. Donc, peut-être manger du poisson juste de l'océan directement, en manger moins, faire attention à comment ils sont pêchés. Ça peut être des choses comme ça. Il y a plein de choses. Et après, vous pouvez peut-être faire de la recherche après, devenir marin, aller voir des associations. Il y a plein de métiers de la mer, en fait. C'est ça, et à votre échelle, vous pouvez déjà faire plein de choses. Vous pouvez être attentif à ce que vous mangez, à comment vous vous déplacez, à comment vous chauffez. En fait, n'importe qui peut faire très attention à ce que vous connaissez peut-être, mais en fait, depuis plusieurs années, avec le développement des populations, des industries, etc., on rejette beaucoup de gaz dans l'atmosphère, dans l'air, ce qui fait que ça va réchauffer beaucoup. Et en fait, si on réduit déjà la quantité de gaz qu'on va émettre dans l'atmosphère, ça va jouer sur plein de choses, dont l'océan. Donc, même vous, à votre âge, vous pouvez déjà faire plein de choses pour sauver l'océan. Alors, maintenant, j'ai une question d'Anaïs Azali, de la classe d'Anaïs Azali, qui demande si vous allez visiter les pays dans lesquels vous êtes quand vous avez le temps. La fin de la phrase est importante. Quand on a le temps, et du coup, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est vrai que nos escales sont très chargées parce qu'il y a cette mission de partage qui est très importante sur Tara. Et qui, par exemple, pour Laurent, c'est... toi, tu as à la fois ton boulot de réparation à faire, mais en plus, tu participes aussi à ces missions de partage. Complètement. Et puis, c'est vrai que de rencontrer localement des classes comme on a là, ou alors comme on a eu à Cape Town, il y a eu des universitaires. Donc, on a plus de contact avec les gens qu'avec le pays lui-même, parce que on n'a pas assez de temps pour visiter. Mais alors, ce qui se passe quand même, c'est que là, par exemple, il y a certains qui vont quitter le bateau parce que, comme Mathilde, ils vont rentrer chez eux et ils
peuvent prendre un peu de temps sur place pour visiter. C'est ce qui se fait. Il y a un marin qui va visiter le désert namibien, par exemple. D'accord. Très bien, parce que du coup, voilà, les marins et les scientifiques, ils restent pas pendant 2 ans sur le bateau. Ils alternent entre des périodes où ils sont sur le bateau et des périodes où ils sont pas sur le bateau. Donc, s'ils ont le temps, ils peuvent profiter. Mais bon, effectivement, le temps manque un petit peu. Alors, j'ai une question de Catherine Moreau, mais je vois que vous avez la main levée, donc on va activer le son. Comme ça, on va pouvoir la poser directement à l'oral. On vous écoute. Combien de micro-organismes existent-ils? Et tu veux savoir le nombre ou la diversité, le nombre d'organismes différents? Alors, est-ce que tu veux savoir le nombre total d'êtres vivants ou le nombre d'espèces d'êtres vivants différents qu'il y a dans l'océan? Le nombre d'organismes. Total? Oui. D'accord. Ça, c'est des nombres qui sont tellement grands parce que ces organismes, ils sont tellement petits qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Et du coup, on a plein d'organismes différents. On a des virus, des bactéries. Donc, virus, je pense que ça vous parle, surtout avec le coronavirus ces derniers temps. Les bactéries aussi, il y en a énormément. Et d'autres micro-organismes phytoplanctoniques. Donc là, ça, c'était vu au microscope. Donc, ça nous permet de zoomer. C'est un petit peu comme un télescope, mais inversé. Donc, zoomer très fort. Et ça compte en milliards de micro-organismes sur Terre. C'est des chiffres qu'on n'arrive pas à... C'est comme des chiffres qui sont de même ordre de grandeur que les étoiles. Je sais pas si que le nombre d'étoiles, pardon. Ça marche, merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai une question de la classe de Catherine, une autre question de la classe de Catherine Moreau, qui demande comment vous savez que vous allez faire partie de Tara, comment est-ce que ça se passe? Alors pour les marins, par exemple, on a, c'est un recrutement, hein, donc on envoie un curriculum vitae, un CV, et puis si on a la chance d'avoir la place et le poste, et ben on peut embarquer. Pour les scientifiques, je crois que c'est un petit peu différent. Ouais, c'est un petit peu différent. Donc, pour les scientifiques, déjà, il faut être extrêmement motivé pour vouloir passer un mois en mer avec 14 personnes, parce que c'est des choses qui conviennent pas forcément à tout le monde. Il y a des gens qui veulent absolument pas aller sur Tara. Moi, par exemple, j'avais commencé ma thèse et j'avais évoqué l'idée que je serais très motivée pour partir sur Tara. Et du coup, au bout d'un an, mon boss m'a dit, en fait, là, ce sera possible dans les legs qui arrivent. Là, il va y avoir besoin de scientifiques à bord. Donc, est-ce que tu veux partir toujours aller sur Tara? Donc, bien sûr, j'ai dit oui. Donc, voilà. C'est un petit peu comme ça en fonction des besoins du bateau, de nos disponibilités en tant que chercheurs aussi, parce que c'est pas notre travail à temps plein, contrairement aux marins, que d'être sur le bateau. Ça marche, merci beaucoup. Alors, on va retourner au Maroc. On a une question de Yasmine. J'active le son dans la classe de Leïla Fassifiri. Alors, je vous envoie une demande d'activation. Alors, du coup, j'ai pas dû activer le bon. J'active les deux. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Madeleine qui va poser la question. Très bien. Bonjour, je m'appelle Madeleine, j'habite à Rabat au Maroc et ma question était comment faites-vous si votre moteur tombe en panne en pleine mer et qu'il n'y a plus de vent pour avancer? C'est une très bonne question, Madeleine. Alors, on a une chance quand même sur Tara, c'est que figure-toi que des moteurs, on en a 2. Donc du coup, s'il y en a un qui tombe en panne, on peut avoir la chance de faire fonctionner le deuxième le temps de réparer le premier. Donc voilà, puis c'est aussi mon rôle en tant que mécanicien de faire en sorte que le moteur ne tombe pas en panne et pour ça, on fait ce qu'on appelle de la maintenance préventive. Donc moi, en prévention, je fais attention à tous les paramètres du moteur pour éviter ce sont mes pieds là, pour éviter qu'il tombe en panne, voilà. Super, merci beaucoup.
Alors là, j'ai retrouvé la petite question. Donc, du coup, on a une question de la classe d'Anaïs Azali qui reprend ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, Mathilde, sur le fait de vivre à 14 sur un bateau. Et donc, justement, comment vous faites pour vivre sur le bateau? Donc, c'est une question qui a plusieurs aspects. Donc, la nourriture, on en a déjà parlé. Donc, ça va. Normalement, c'est couvert. Et comme on disait avec Laurent aussi plus tôt, on échange beaucoup, on rigole beaucoup ensemble et on fait attention aux autres. Et donc, il y a beaucoup de respect mutuel. Si quelqu'un est dans sa cabine, généralement, on va pas le voir parce qu'on sait que ça, c'est l'espace privé de chacun. C'est un petit peu la bulle d'oxygène où on sait qu'on est vraiment tout seul quand on y va. Parce que sinon, c'est les espaces communs. Donc, il faut savoir ça, c'est quand on est à bord, il n'y a pas d'espace vraiment personnel. C'est une grande colocation. On fait attention les uns les autres. Et on s'aide, on partage les tâches ménagères, on fait des tours de vaisselle, on fait des tours de ménage. Donc tous les jours, on nettoie les toilettes, mais à tour de rôle. Parce que 14 dans 2 douches, on vous explique pas si jamais on fait pas le ménage. Voilà, et du coup, si jamais on veut s'isoler, faut arriver à gérer sa jauge aussi émotionnelle. Et ça convient pas forcément à tout le monde. Mais moi, je trouve que c'est quand même bien passé. Ça s'est très bien passé. Ça marche, merci. Alors maintenant, j'ai une question de la classe de Nathalie Saint-Laurent qui demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique? L'histoire des ours polaires, je la connais pas si bien que ça. Mais tout ce qui est ours, c'est quand même dans l'hémisphère nord. Donc ça, c'est plus une histoire d'évolution et de où les animaux ont évolué à un instant T. Et c'est vrai que sur le continent antarctique, on n'a pas d'ours. Et ça, c'est probablement dû au fait que c'est un continent qui est isolé des autres depuis un bout de temps. Alors qu'au niveau de l'Amérique du Nord et l'Asie, il y a eu quand même des moments de passage, il y avait de la glace. Et donc là, les ours sont pu passer d'un continent à l'autre. Il y en a certains qui sont restés plus en Arctique. Il n'y a pas d'autres mammifères que les mammifères marins en Antarctique. Ouais. C'est très hostile l'Antarctique quand même. C'est des conditions très très froides. Il y a des endroits, il fait moins 70, moins 80, on ne se rend pas compte, mais c'est quand même froid, quoi. C'est un très, très bon congélateur, c'est moins 80, mais c'est congélateur de recherche. Ça marche, merci beaucoup. Ah oui, j'ai des manchots. J'ai plein de photos de manchots si vous voulez voir des manchots. D'ailleurs, je peux vous poser une petite question sur les manchots. Alors, zoup. Donc on retourne sur Mentimeter. Vous voyez, on va reprendre une question sur quelque chose dont vous a parlé tout à l'heure Mathilde. Donc vous voyez sur la photo, il y a des scientifiques qui ont une bonbonne dans les mains avec des gants rouges. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi est-ce qu'ils portent ces gants? Alors, à votre avis, est-ce qu'ils récupèrent du poisson qui a été congelé, qui est très froid, ou est-ce qu'ils transvasent les échantillons qui étaient dans de l'azote liquide à moins 196 degrés? Alors, donc on a un vote pour la deuxième réponse. On va attendre que les autres classes retournent sur Mentimeter. Alors, on a 2 votes, 4 votes pour la deuxième option. Alors, on va attendre les 4 autres classes. Alors, on a 5 votes pour la deuxième option. Donc, les scientifiques transvaseraient les échantillons qui étaient dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Alors, on va attendre 2 petites minutes que les dernières classes répondent. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour l'instant. Alors, on a une classe qui pense qu'il récupère du poisson congelé qui est très froid. Et on en a 6 qui pensent qu'ils transvasent des échantillons qui étaient dans de l'azote liquide. Alors Mathilde, du coup, est-ce que tu peux nous redire ce que tu disais tout à l'heure à ce sujet? Du coup, effectivement, vous avez presque tous bon. C'est que c'est le contenant qui contient de l'azote liquide, donc ce qui est très froid et qui nous permet de conserver les échantillons les plus sensibles parce que c'est tellement froid que ça va préserver quasiment instantanément ce qu'on a dans l'échantillon, le geler instantanément. Et ça, c'est chouette pour nous, pour être sûr que ça n'avait pas été modifié à partir du moment où on a prélevé cet échantillon. Et donc, ces gants nous permettent de ne pas nous brûler avec ce froid. Ça marche, merci beaucoup. Alors, il nous reste une petite question, mais comme le temps avance très vite, on va aller directement à notre dernière page où donc là,
on vous donne la parole. C'est à vous de nous dire ce que vous avez le plus aimé dans cet échange avec l'équipage. Donc, c'est le moment de dire un petit mot à Laurent et à Mathilde. Donc, vous pouvez écrire un petit mot de remerciement ou voilà, nous dire ce qui vous a le plus plu dans cet échange. Donc, il suffit de taper le mot et ensuite, il apparaîtra à l'écran. Donc, à chaque fois qu'un nouveau mot apparaîtra, vous verrez, ça fera un petit nuage de mots. Donc voilà, je vous laisse voir au sein des classes, discuter entre vous avec les différents élèves de ce qui vous a le plus plu et de nous l'écrire à l'écran comme ça. Voilà, c'est le moment si vous voulez nous dire un petit mot à Laurent et à Mathilde. Alors, en plus, je vois qu'il est déjà 16 h. J'espère qu'on ne vous prend pas trop de temps. J'espère qu'en tout cas, vous avez appris plein de choses. Il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous si vous avez des petites questions. Alors, est-ce qu'on a des petits messages? Pas encore. Alors, j'espère que vous n'êtes pas bloqué sur la slide d'avant comme je suis allée vite. Ah non, c'est bon. Ok, on a un petit mot. Ah, on a merci beaucoup qui apparaît. Très bien. Alors, comme je suis allée vite, comme j'ai sauté une slide, je me demande si du coup les classes ne sont pas bloquées juste avant. Alors, ils sont contents de vous avoir vu. C'est super. C'est vrai que c'est super agréable de vous voir avec la caméra. C'est pour ça qu'on fait les directs pendant les escales. Comme ça, la connexion est meilleure. Ah, c'était chouette. Très éducatif. Bon, bah, c'est super si vous avez pu apprendre des choses de Laurent et de Mathilde. Génial. Super les quiz. Bah, tant mieux si ça vous plaît. Bah, en tout cas, merci à tous. Merci beaucoup Laurent et merci Mathilde pour votre temps, pour avoir répondu à toutes. Ouh là là, il y a plein de choses qui apparaissent. Pour avoir répondu aux questions. Donc voilà, les élèves m'ont semblé avoir trouvé ça sympa, chouette. Les explications, ils ont bien aimé. Ils ont aimé avoir des réponses à leurs questions. Ils ont aimé vous voir. Merci beaucoup à tous. En tout cas, merci d'avoir participé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt, j'espère. Et continuer à être curieux comme ça et motivé à protéger l'océan. Devenez marin.